Donc effectivement, Zero Trust c'est maintenant, c'est certainement une bonne accroche pour fixer le contexte. Après, on va rentrer dans le vif du sujet avec, bien sûr, au centre toujours les identités et bien sûr les contrôles d'accès à l'infrastructure et aux applications. Et puis enfin, c'est Cephala qui en parlera beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, le déploiement d'une stratégie Zero Trust avec les technologies Microsoft, hein, donc par rapport aux expériences et ce qu'on a déjà vécu dans cette période compliquée qu'est celle du Covid. Et enfin, on terminera avec ce que j'ai appelé tout à l'heure dans le chat avec un peu de magie. Donc, c'est l'hybridation FIDO2. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est les services d'Azure, notamment au niveau authentification et sécurité, qui descendent dans l'infrastructure on-prem. Et c'est vraiment ça le grand principe aujourd'hui, c'est d'aller chercher la sécurité dans le cloud. On voit qu'il y a encore une accroche sur ce slide. Donc, on est vraiment dans un monde qui est bouleversé, dans un monde qui change. Et certainement que les stratégies IT, au-delà de la collaboration, ont besoin aujourd'hui de mettre un accent encore plus fort sur tout ce qui est sécurité. Alors juste avant de commencer, donc juste mon entreprise, donc moi je travaille pour IM Service en Suisse, donc c'est une entreprise qui est composée de 155 collaborateurs, dont 100 ingénieurs, et puis on travaille sur toutes les thématiques Microsoft, à savoir donc le cloud, Microsoft Azure, M365, la partie développement, et puis la partie Managed Services, et puis on est partenaire de l'année 2020 sur la partie Technical Innovation. Ok. Et moi je suis chez SPI, filiale SPI ICS. Donc, on est un peu plus que de 3000 collaborateurs répartis sur toute la France et dans certains pays d'Europe. Notre spécialité, c'est vraiment les télécoms, mais aussi l'infrastructure et le data center. Et moi, je m'occupe particulièrement de la partie Microsoft avec mes autres collègues. Donc, voilà. Donc alors, Zero Trust, comme on vous l'a dit, on va ici dans cette première partie, si vous voulez, poser le cadre et surtout montrer les concepts du Zero Trust. Puis on va surtout voir quelque chose de très important, c'est la conjoncture actuelle qu'on est en train de vivre, donc la crise sanitaire avec la Covid-19, et on va voir un petit peu les relations qu'il y a entre justement les crises sanitaires, enfin les événements qu'il y a dans le monde et la cybercriminalité en fait, et justement l'omniprésence de ces, si vous voulez, le parallèle entre justement les événements mondiaux et les cybercriminalités. Alors, le modèle traditionnel, effectivement, les choses ont beaucoup changé entre aujourd'hui et ce qu'on a connu par le passé. Mais l'idée, c'était de faire un point très rapide. Donc, au tout début, les infrastructures étaient plutôt fermées. Finalement, elles se sont ouvertes grâce à l'avènement des VPN et à l'avènement de la mobilité. On a tous voulu ça. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui dans un monde complètement interconnecté. C'est ce que tu vas nous présenter, Cephala, sur le slide qui Tout à suit. fait. Comme on peut le voir tout à l'heure, on avait dit qu'on était sur un monde changeant, que ce soit au niveau du domaine technologique de la santé, de l'astronomie, de tout ce que vous voulez, mais il y a aussi le monde numérique, et on peut le voir sur ces 20 dernières années. Il y a une explosion en fait de multitudes d'appareils qui se connectent. Aujourd'hui, voilà, on a on a de l'IoT, on a des iPhones, on a des Android, on a énormément de choses qui sont interconnectées. Et qui dit donc malheureusement multiplication de devices dit aussi multiplication de surfaces d'attaque. Donc forcément les attaquants ont beaucoup plus de choix pour justement donc asseoir leurs Tout à attaques. fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, pour aller dans ce sens, évolution du monde numérique, hein, donc à cause de la crise du Covid, on a vu cette explosion donc des solutions de collaboration, que ce soit Teams, Zoom, WebEx, hein, etc. Et globalement, l'ouverture, non pas inconsidérée, mais l'ouverture nécessaire des réseaux des entreprises pour pouvoir permettre aux gens de continuer à travailler depuis la maison. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, vas-y, je t'en prie, bien sûr, c'est là. Oui, et c'est juste justement, je te rejoins par rapport à ça, c'est que le Covid justement accélère ce changement parce qu'aujourd'hui les entreprises sont dépourvues, ils se sont retrouvés du jour au lendemain à être confinés, donc un peu comme la population, et surtout ils se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir travailler différemment, sans véritable stratégie remote sécurité. Et c'est ça le plus important aujourd'hui qu'on va vous présenter par rapport à ça. Je t'en prie, c'est là. Voilà. Et effectivement, comme on peut le voir tout à l'heure, je vous le disais, le parallèle entre avant et aujourd'hui, c'est qu'avant, on avait donc une entreprise qui était fermée avec des utilisateurs qui travaillaient directement au bureau, qui venaient au bureau. Aujourd'hui, vous le savez très bien, vous avez des interactions, vous avez des clients, des partenaires, donc vous allez échanger des mails, vous allez échanger des données, vous allez envoyer des documents électroniques, etc. Donc tout ce monde-là, effectivement, s'agrandit, et donc forcément derrière, il y a une multitude de connexions. On a également les appareils qui grandissent. On a rencontré un cas concret, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup plus de gens ont des smartphones, donc forcément, ils souhaitent travailler avec leur téléphone personnel. Donc on a dû se réadapter en proposant
comme par exemple le BIOD ou alors le MAM, le Mobile Application Management, afin d'apporter un peu de flexibilité à l'utilisateur en lui permettant de travailler avec son téléphone de manière sécurisée. On a également une armada aujourd'hui d'applications SaaS qui gravitent autour, donc par exemple Azure Active Directory, donc l'identité de chez Microsoft. Tout à fait. Surtout, la partie pare-feu, comme tu le sais Jean-François, avant effectivement on était dans un périmètre restreint, aujourd'hui le périmètre il a explosé avec le VPN, avec la mobilité, hein, si je peux dire. Et donc derrière, ça nous force aujourd'hui forcément à faire un peu plus attention parce que le travail à distance se banalise, certes, et en plus c'est accentué avec la Covid-19, mais la cybercriminalité aussi, parce qu'on va voir que la cybercriminalité, c'est tout simplement des organisations très bien organisées, ils sont extrêmement méticuleux et surtout ils suivent les actualités afin de frapper là où ça fait mal. Exactement, exactement. Alors effectivement, donc Zero Trust du commencement à la réalité. Donc Zero Trust, comme disait Céphala tout à l'heure, c'est vraiment pas une technologie en tant que telle. C'est un ensemble de principes. C'est quelque chose qui va vous permettre de définir une stratégie. Et au tout départ, c'est vraiment des travaux, je dirais, de réflexion sur comment on pourrait sécuriser, comment on pourrait voir les contrôles d'accès dans un système d'information du futur. Donc tout a commencé en 2004, vous voyez, juste après les années 2000, juste après d'ailleurs Windows 2000, l'avènement d'Active Directory, qui sont des étapes importantes dans les entreprises. Et puis au final, on s'aperçoit que en 2010, c'est le cabinet d'études Forrester qui dépose vraiment le terme Zero Trust, qui formalise tous les concepts et qui dit voilà, ça serait bien que vous adhériez à ces grands principes, car c'est ça qui pourrait garantir un très très haut niveau de sécurité de votre infrastructure. Donc on voit aussi une évolution avec ce qu'on a appelé le modèle Google Beyond Corp, donc au-delà du corp. Donc c'est vraiment ça le concept, et Google est vraiment très partie prenante dans ces principes. Microsoft aussi forcément avec l'explosion du réseau on-premise vers le cloud, et c'est ça qui fait que aujourd'hui, eh bien, Zero Trust a vraiment du sens, surtout encore une fois dans la conjoncture dans laquelle nous sommes. Et surtout, on va le voir grâce au très sérieux Forrester justement, les études en fait qui ont été menées, notamment sur la partie cloud et justement le parallèle entre donc le monde et le monde cloud. Chose très importante, si on doit retenir quelque chose dans le Zero Trust, en fait, avant de commencer à parler stratégie et de mise en œuvre, si on doit retenir quelque chose dans le Zero Trust, c'est le Never Trust. C'est-à-dire que on doit toujours considérer que chaque accès à notre système d'information, que ce soit Azure, M365 et on-prem, doit être une violation, doit être considéré comme une violation. Ça, c'est le plus important. Et ensuite, vous avez le Always Verify, justement avec des moyens technologiques comme le Conditional Access, etc., pour permettre de vérifier l'état de santé de la machine, l'état de santé de l'utilisateur, etc. Et comme on peut le voir, ça passe par trois choses. Donc, la vérification, comme je vous le disais, l'utilisateur, l'emplacement, l'état de santé de son périphérique, etc., ces données. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle donc le privilège minimum des accès. Là, en fait, on va être un petit peu plus intelligent, c'est-à-dire qu'au lieu de donner des droits directement donc aux administrateurs qui travaillent sur Exchange, etc., on va leur donner ce qu'on appelle des droits en just-in-time access, comme par exemple avec PIM, Privilege Entity Management, qui va vous permettre tout simplement de donner des droits de manière en fait limitée dans le temps, afin justement de limiter les surfaces d'attaque donc des hackers. Et bien entendu, comme je l'ai dit, c'est la partie 3 la plus importante pour moi, c'est que si on veut comprendre le Zero Trust, c'est que tout accès, je répète encore une fois, tout accès qui provient dans notre système d'information doit être considéré comme une violation. C'est un peu comme un firewall. La première règle que vous avez tout en bas, c'est justement un deny all de toutes les... Oui, je dirais même tout en haut, voilà. mais c'est juste pour faire une petite plaisanterie. Bien sûr, la première règle, c'est on bloque tout. Alors, merci Stéphane. Donc là, en fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est ce que je vous disais juste avant. Donc le Zero Trust, c'est vraiment un état d'esprit que vous pouvez adopter pour définir une véritable stratégie IT. Encore une fois, le cabinet Forrester a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a pas que celui-ci, mais on s'est vraiment calé sur celui-là parce que ces études sont vraiment très détaillées. Ils nous font apparaître qu'il y a vraiment deux poids lourds qui sortent du lot au niveau de la gestion des identités dans le cloud. C'est d'une part Microsoft et de l'autre Google. Et ce qui ressort de tout ça, c'est qu'en fait, si vous souhaitez être au top au niveau de la protection de votre infrastructure, finalement, il va falloir aller chercher, il va falloir aller consommer les services de cybersécurité dans le cloud. Ça veut dire que aujourd'hui, si vous voulez résister aux attaques massives
qui sont réalisés par des groupes de hackers extrêmement puissants, extrêmement bien équipés, extrêmement intelligents, extrêmement agressifs. En fait, il va falloir vraiment une armada d'ingénieurs, une armada de technologie pour pouvoir résister pleinement à ce type d'attaque. Donc en fait, il y a plusieurs approches. On peut bien sûr monter des usines à gaz, orienter sécurité on-prem, mais c'est pas ça l'idée. Parce qu'en fait, ça sera tellement difficile à maintenir, ça sera tellement jamais à jour, ça sera tellement obsolète tout le temps que si vous voulez être au top de la technologie, il faut vraiment comprendre qu'il faut venir consommer ce type de service à l'extérieur. Et c'est pour ça que le cabinet Forrester statue là-dessus. Donc la cybersécurité, aujourd'hui, vous allez aller la consommer dans le cloud. À toi. Et justement, Jean-François, par rapport à ça, tu le disais très bien, et moi je le dis toujours, la sécurité, c'est tout d'abord une question de moyens, parce que beaucoup d'entreprises ne veulent pas mettre les moyens sur des choses qu'ils ne voient pas, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas nécessaire ou que ce n'est pas important. Ce qui est important ici de comprendre sur ce slide-là aussi, c'est surtout donc l'intelligence que le cloud fournit, notamment avec donc l'intelligence artificielle sur les outils que vous connaissez, que ce soit Azure Sentinel, Cloud App Security, etc. Mais surtout aussi la partie automation qui va vous permettre d'être vraiment proactif et surtout de faire de la remédiation automatique en cas donc de brèche d'attaque afin de briser les chaînes en fait de cybersécurité de manière très rapide et de les couper à la source. Et comme on peut le voir aussi, donc avec cette phrase d'accroche qui est assez intéressante, c'est qu'aujourd'hui les standards d'Internet sont et font la sécurité. Justement avec tous les protocoles que vous voyez d'intégration comme SAML, comme OpenID, comme FIDO2, etc., qui n'arrêtent pas d'émerger. Parce qu'aujourd'hui, et comme le dit Forrester, la cybersécurité et l'avenir de la cybersécurité se trouve dans le cloud. Tout à fait. Donc ici sur ce slide, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben on voit justement, on essaie d'illustrer avec vous la puissance de Microsoft au niveau du cloud Azure et l'énorme les moyens et l'énorme diversité et volumétrie des signaux qui sont traités par mois. En l'occurrence, ce que vous voyez sur ce slide, ce sont les dernières statistiques du mois de septembre. Donc c'est juste colossal. Vous pouvez voir que c'est juste hallucinant. Donc 600 milliards de documents scannés. Donc 470 milliards de documents d'emails analysés et surtout 5000 attaques bloquées, 5 milliards, excusez-moi, attaques bloquées seulement sur un mois. C'est juste colossal. Alors au sommet de tout ça, encore une fois, l'identité et les authentifications, avec plus de 630 milliards d'events d'authentification en un seul mois, et tout ça analysé par la puissance du cloud Azure en mode hyperscale. Donc en fait, aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'identité, quand Microsoft dit l'identité c'est au centre, etc., c'est pas juste un message marketing. C'est parce que c'est fondamental. C'est la première chose qu'on va devoir réaliser quand on se présente à l'infrastructure, c'est bien sûr de se saigner, mais pas d'accéder de prime abord aux ressources, d'être dans un environnement type Zero Trust, et donc on est signé, on existe, mais par définition on est access denied, et c'est après que les accès vont s'ouvrir en fonction d'un certain nombre de critères. Exactement. Et juste pour revenir justement sur les moyens, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir avec toute la volumétrie qui est traitée juste en un mois, aujourd'hui, c'est pour ça que le parallèle entre moi j'ai beaucoup de clients qui me disent non, moi je suis beaucoup plus sécurisé chez moi que sur le cloud Microsoft et Google. C'est pas vrai, parce qu'avec les moyens qui sont mis en œuvre, aujourd'hui il n'y a aucune entreprise, on va dire, normale qui pourrait se permettre d'avoir autant de moyens et surtout autant d'hyperscalabilité au niveau donc de l'infrastructure, qui est quand même le monstre aujourd'hui qui est Microsoft Azure. Et puis c'est la notion globalement d'accurance, c'est-à-dire que par rapport à une agressivité qui est diffuse, qui est répartie aux quatre coins de la planète et qui veut potentiellement prendre possession de vos systèmes, il est clair qu'on a besoin de grands moyens qui soient capables, eux aussi au niveau de la planète, de nous aider à y arriver. Donc l'idée d'aller consommer ce service à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et comme on le disait tout à l'heure, l'identité, c'est pas que du marketing. On va le voir en fait qu'auteur du Zero Trust. Alors bien entendu, vous avez tous les autres périmètres, tous les autres surfaces d'attaque, là, que ce soit les endpoints, les données, les emails, qui sont très importants, parce qu'on peut le voir que 9 attaques sur 10, d'après Forrester, bien sûr, se fait via du phishing. Mais on va voir que autour de tout ça, tout ce qui gravite autour de tout ça, ce sont les identités. Et qui dit identité dit forcément authentification et contrôle des accès. Alors ici, comme je le disais tout à l'heure, donc avec la conjoncture que nous connaissons donc aujourd'hui, qui est la Covid-19, avec Jean-François et puis avec plusieurs collègues MVP aussi, on a rencontré quand même plusieurs cas dans les entreprises où effectivement ils se sont retrouvés, comme je vous l'ai dit,
dépourvus en fait en fait, Solution. voilà, c'est ça. Ils ne pouvaient plus aller travailler donc sur site, donc il fallut donc être un petit peu, on va dire, innovant. Mais le problème, c'est qu'on a rencontré plusieurs cas où des entreprises, soit donc ils avaient une stratégie IT cloud, et donc là, ça va plutôt bien. Soit alors on a par exemple le cas numéro 1 où effectivement les gens peuvent faire du télétravail, par contre il n'y a aucune stratégie de sécurité. Donc vraiment aucune, pas de MFA, pas de legacy application, vraiment rien du tout. Donc ce qui fait que derrière, bah, on va se retrouver à malheureusement donc des attaques qui vont donc arriver via du phishing, etc. On a le cas numéro 2 où l'entreprise est assez on-prem, c'est-à-dire que bon, vous pouvez faire du mail de l'extérieur. Par contre, vous ne pouvez pas accéder à votre serveur de fichiers. Vous ne pouvez pas accéder, par exemple, à votre contrôleur de domaine. Vous ne pouvez pas accéder à des informations en fait on-premise chez vous, donc vous n'avez pas de stratégie cloud. Et puis moi j'ai eu le cas 3 personnellement, c'est la panique, c'est-à-dire que l'entreprise n'était pratiquement pas au courant, enfin si, mais aucune stratégie cloud et surtout aucun moyen de travailler à distance. C'est-à-dire que du vendredi, le lundi, bah, personne ne pouvait travailler. Et donc là, c'est la panique, parce qu'il va falloir mettre en place une stratégie à court terme, mais elle doit être aussi à long terme, justement, dans le temps. Et puis, on a aussi, donc, on va dire un cas plus ou moins, on va dire, chanceux, c'est que j'ai déjà une entreprise, donc je suis une entreprise, j'ai déjà Office 365, je travaille déjà donc avec SharePoint, Teams, Exchange Online, mais il me faut quand même un peu de sécurité pour justement apporter plus de sérénité à mon entreprise. Tout à fait. Donc là, ce qu'on peut faire remarquer, effectivement, c'est que depuis 2-3 ans, souvent les entreprises mettent l'accent sur la collaboration, sur les services de communication instantanée, parce que c'est vraiment ça que recherchent les utilisateurs au premier chef. Mais dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, et aussi par le passé, on n'a pas toujours mis l'accent sur la sécurité. On a vraiment mis le focus sur la collaboration. Donc, pour un client qui a de l'Office 365, aujourd'hui, il y a de nombreux services de sécurité qu'on peut activer pour faire en sorte de justement renforcer la sécurité dans le contexte dans lequel on est. Et comme vous le savez, comme tu le disais Jean-François, la Covid malheureusement a accéléré donc tous les usages et surtout a accéléré le télétravail. Donc forcément, il va falloir mettre en place toutes ces places de sécurité justement pour pouvoir donc se protéger. Voilà. Et comme on Alors disait tout à toujours, l'heure, vas-y, je t'en prie. je te laisse présenter l'identité cloud. Qui est Ok. Donc en fait, effectivement, donc on connaît Active Directory depuis maintenant plus de 20 ans. On sait que l'identité a toujours, d'ailleurs avec Windows NT, et bien avant Active Directory, l'identité était au centre, implémentée directement au cœur du système, comme sur un environnement Unix. Et bien finalement, Microsoft a dérivé tous ces concepts pour repousser l'identité qui était on-premise vers le cloud. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'identité cloud qui prend le dessus. Et c'est ça qu'on va voir après à la fin de la présentation, c'est la capacité qu'on a à moderniser on-prem en venant consommer des services dans le cloud. Ici, vous pouvez voir que c'est un véritable boom, l'Azure Active Directory, plus de 250 millions d'utilisateurs par mois, c'est quand même pas rien. Plus de 100 000 entreprises utilisent l'Active Directory, l'Azure Active Directory de manière très intense, dont les 500 fortunes, c'est-à-dire que 100% des 500 fortunes sont aujourd'hui dans le cloud Azure. C'est juste hallucinant en termes de succès. Et aujourd'hui, vous comprenez bien que pour Microsoft, le fait de penser que Boeing, Air France et d'autres très très grandes, Nissan, Bank of America, j'en passe et des meilleurs, sont dans Azure, sont contrôlés par Azure Active Directory, c'est juste complètement critique. Et pour vous donner une idée de la criticité que Microsoft doit assurer, donc 0,5% d'indisponibilité ont un impact sur plus d'1 million d'utilisateurs aujourd'hui sur Terre. Donc tout ça pour dire que l'Azure AD, c'est vraiment le composant central de l'infrastructure cloud hybride chez Microsoft, et que c'est autour de cette technologie bien qu'on va pouvoir justement construire l'infrastructure Zero Trust. Et justement, un peu de parallèle et un peu d'histoire par rapport à la Covid-19 et les événements qui se sont passés en fait récemment. On peut donc en fait tirer dans un exemple donc du rapport d'ailleurs je vous invite à le lire. Donc les Digital Defense de Microsoft. Donc 2020 en fait ils font un peu de stats sur la cybercriminalité et puis sur tout ce qui se passe en fait dans le monde au niveau de la sécurité. Et puis on peut voir un petit parallèle entre donc la première vague aux États-Unis avec tous les événements. Vous avez quand le premier cas a été déclaré, ensuite quand l'OMS, donc l'Organisation mondiale de santé, a déclaré qu'il y avait une pandémie, quand par exemple Trump avait fait le travel ban vers l'Europe, on se rend compte en fait qu'en fonction qu'il y ait des événements politiques, Microsoft s'est rendu compte en fait que, enfin c'est pas moi, c'est Microsoft s'est rendu compte que il y avait en fait des attaques en fonction des événements politiques. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme tu le sais, c'est que les attaquants surfent sur la vague
surfent surtout sur la peur et utilisent Exactement, le exactement. thème Covid-19 parce que justement on en parlait hier, c'est que moi je suis parent et puis je suis inquiet pour mes enfants, je vais trouver un lien, tiens, comment se protéger du Covid, puis je vais cliquer dessus, en fait non, c'est un ransomware ou c'est un phishing qui va me enlever mon mot de passe, etc. Et donc là Tout à c'est fait. juste un petit parallèle pour vous dire qu'effectivement pendant cette crise, les attaques ont évolué justement et ont même triplé par rapport à ce que dit Microsoft. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En fait, les attaques suivent directement les décisions politiques qui sont prises par les grands dirigeants de ce monde. C'est juste hallucinant. Et les attaques se déplacent, c'est-à-dire qu'elles peuvent attaquer l'Europe parce qu'en ce moment, il y a des décisions qui sont prises en Europe. Après, elles vont attaquer les États-Unis parce qu'en ce moment, il y a une certaine conjoncture aux États-Unis avec les élections. C'est juste dément. Et aujourd'hui, sur ce slide, vous pouvez voir que des grandes entreprises comme Checkpoint ou d'autres, bien sûr, font état de ce qu'ils ont réussi à analyser au niveau de leur plateforme, comme quoi, encore une fois, les attaques suivaient vraiment la vague du Covid et tout ce qui était communication derrière ça. Tout simplement parce que c'est un grand sujet, c'est un sujet qui nous intéresse au plus haut point, ne serait-ce que pour suivre l'évolution de la maladie. Et donc, les hackers en profitent grandement pour rebondir là-dessus. Donc sur le slide suivant, vous pouvez voir aussi que au-delà des acteurs traditionnels, on retrouve encore les deux poids lourds. Vraiment, ils sortent du lot. Donc Google s'est extrêmement impliqué dans la protection des emails au niveau de sa plateforme Gmail. C'est juste hallucinant ce qu'ils ont arrivé à faire. Et Microsoft, dans la même veine, travaille beaucoup avec le FBI, avec la CIA, pour développer en fait des actions curatives, permettez-moi, on va dire des attaques contre les hackers et pour les réduire à néant, et ce aux quatre coins de la planète. Donc dès que les autorités américaines gouvernementales donnent le feu vert à Microsoft qui a repéré des activités cybercriminelles sur la toile, eh bien globalement le centre de Microsoft Digital Crimes agit et là vous avez des contre-attaques qui sont menées pour détruire ces hackers. Donc là, on est vraiment dans un monde, vous le voyez, et ça c'est tout récent, hein, ça date vraiment de la période Covid. C'est-à-dire, il faut être conscient que la cybercriminalité est à son paroxysme et que aussi, je vais laisser Céphale en parler, les ransomware qui apparaissent depuis quelques mois sont juste très sophistiqués. Bien sûr. Alors, on va juste faire vite parce qu'effectivement, on n'aura pas le temps malheureusement, c'est une session qui est très dense, donc on va essayer de faire vite. Pardon. Effectivement, comme vous pouvez le voir, les ransomware aujourd'hui sont de plus en plus sophistiqués et surtout les attaques et les techniques d'attaque sont de plus en plus sophistiquées. Là, Microsoft a également publié donc un mapping entre le MITRE ATT&CK et les attaques en fait qui sont effectuées. La partie initiale access, c'est toujours pareil en fait. C'est soit un brute force, soit alors vous laissez malencontreusement donc du internet facing, donc vous laissez un RDP connecté donc en plus sur du 3389, on peut le voir, et notamment avec Sylvain quand on préparait les sessions, on a repéré en fait qu'il y avait des DC, des contrôleurs de domaine directement publiés sur internet. Donc vous imaginez un peu déjà l'ampleur que ça peut prendre. Ensuite derrière, une fois qu'ils ont pris les identités avec du Mimikatz ou avec du Credential Vault, etc., ils vont faire de la reconnaissance, du mouvement latéral ensuite, avec des attaques WMI ou du PSExec, afin de se propager à l'intérieur du réseau. Et puis après, derrière, c'est un jeu d'enfant parce que ils vont toucher, par exemple, le admin holder, donc le conteneur dans l'Active Directory qui te permet de donner des privilèges à volonté. Ils vont changer des GPO, ils vont te changer un petit peu. En fait, derrière, ils vont propager, en fait, tout simplement. Voilà. Pour t'aider à conclure ce slide, Céphale, ce qu'il faut voir, c'est que finalement, que lorsqu'on est j'allais dire attaqué, l'attaque n'est pas souvent détectée. Souvent, on va la détecter des semaines, voire des mois plus tard. C'est juste hallucinant. C'est-à-dire que tous ces spyware, tous ces bouts de code qui infestent les machines sont capables d'être vraiment dormants, de faire fuir l'information en douceur sans que ça soit détecté. Et c'est là où ça devient dangereux, c'est-à-dire que vous ne le savez pas, mais en ce moment, vos informations sont exfiltrées, vous pensez en sécurité en fait, hein, et finalement, c'est juste dramatique. Ouais, mais justement, ce que tu dis là, je te rejoins là-dessus. Par contre, sauf si tu as des techniques, en tout cas, et des composants modernes, comme par exemple Defender for Identity, Évidemment. Azure Security Center. Par exemple, Azure Security Center, en fait, quand vous
quand vous installez un ransomware sur une machine, il est détecté automatiquement. Donc là, justement, Azure AD, je vais te laisser compléter cette slide. Voilà. Donc, évidemment, Zero Trust avec Azure AD, puisque là, on parle de technologie Azure Active Directory proposée par Microsoft. Tout repose sur Conditional Access et sur le Security Policy Engine, donc qui est au cœur d'Azure Active Directory. Donc, l'idée, c'est vraiment quoi? C'est premièrement de qualifier le niveau. C'est deuxièmement le niveau de risque de la machine. Et sur ce deuxième slide, merci Céphala de l'avoir fait passer, eh bien, c'est de voir toutes les technologies qui sont à disposition dans la plateforme Azure Active Directory pour vous aider à justement atteindre cet objectif, à savoir, alors c'est un peu difficile de voir le schéma là parce qu'on n'a pas les animations, mais en 2 mots, imaginez que d'abord c'est la partie gauche qui est active, c'est-à-dire que toute la première étape consiste à vérifier le niveau de qualité du logon de l'utilisateur. Dans un deuxième temps, le niveau de qualité de l'ordinateur, du device sur lequel travaille l'utilisateur. Et dans un troisième temps, au centre, d'envoyer toutes ces informations dans la mécanique Conditional Access qui, elle, va décider, eh bien, de donner accès un peu, beaucoup, passionnément aux différentes ressources qui sont disponibles sur votre droite. Donc, évidemment, on peut tout bloquer. Évidemment, on peut donner des accès restreints. Évidemment, on peut donner des accès complets aux différents types d'applications. Et si je peux me permettre de compléter quelque chose d'important, Bien sûr. en fait, tout simplement, il faut le voir en 3 étapes. Vous l'avez en bas. Vous avez le signal, la décision et ensuite l'enforcement, tout simplement. Exactement. C'est-à-dire que je reçois un signal. Pour l'instant, c'est une violation parce que rappelez-vous, je fais du Zero Trust. Ensuite, je prends une décision en fonction de plusieurs patterns et en plusieurs conditions. Et puis ensuite, je donne accès ou alors je donne l'accès mais avec des accès limités. Voilà en gros le message. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les concepts et qu'on a vu un petit peu, on va dire l'historique et surtout donc les bases du Zero Trust, on va voir un petit peu comment déployer une stratégie Zero Trust avec justement les composants Microsoft et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors comme vous le savez, lors des Ignite derniers, Microsoft a renommé un petit peu sa panoplie de produits. Avant, on avait ce qu'on appelle Microsoft Threat Protection, donc qui lui en fait avait une panoplie de produits. Aujourd'hui, on parle de Microsoft Defender avec une offre XDR, donc Extended Detection Response, qui arrive en fait avec on va dire deux philosophies phares, à savoir le M365 Defender, qui va protéger les identités, les endpoints, les applications, les emails, etc. Et puis vous avez la partie Defender en fait, qui remplace tout simplement le Azure Security Center, qui va lui vous protéger vos workloads IaaS, PaaS, SaaS, à savoir le SQL, les VM, etc. Et puis en fait, on peut le voir ici sur cette timeline d'attaque, en fonction en fait de chaque, on va dire surface d'attaque et chaque vulnérabilité, on a les produits associés qui sont proposés tout simplement donc dans l'offre M365 Defender, donc la partie mail, donc avec Defender for Office 365, la partie antivirus sur la machine, donc qui s'appelle maintenant MS Defender for Endpoint, et puis la partie identité on-prem et cloud avec Identity Protection et Defender for Identity. Et puis un petit peu le contrôleur aérien de tout ça, donc qu'on nomme donc Cloud Security, donc le CASB par excellence, qui est d'ailleurs nommé par le Gartner, donc numéro 1 en fait en termes de, il est leader, tout simplement. En termes de CASB. Donc voilà, on vous laissera lire ça à tête reposée, mais voilà un petit peu la panoplie de, on va dire. Ce qui est intéressant de voir sur ce slide, effectivement, c'est qu'en fait l'offre Microsoft couvre en fait tous les endroits où on est susceptible de subir une attaque. Donc c'est ça qui est le plus important. Et justement, en parlant de périmètre, j'aime bien ce slide, j'aime bien le reprendre. C'est juste pour vous donner une idée un petit peu de l'offre Threat Protection de Microsoft. En fait, elle se base uniquement sur 3 périmètres, mais c'est les périmètres les plus principaux. Le périmètre numéro 1, comme vous le savez, 9 attaques sur 10, c'est du phishing, donc ça rentre par les mails. Donc vous avez le périmètre numéro 1, c'est la partie mail, donc qui est protégée par Defender for 365. Vous avez ensuite le périmètre numéro 2, qui est la workstation, ou alors le device, un iOS, un Android, ce que vous voulez. Donc qui est protégé par Defender for Endpoint, parce que je vous rappelle que maintenant Defender for Endpoint est aussi disponible, donc c'est en preview, mais c'est aussi disponible sur les smartphones. Et puis vous avez l'identité ensuite, donc l'utilisateur, donc vous rentrez dans le périmètre 3, qui va lui forcément donc protéger votre identité et vos accès. Au niveau support, support aussi des Macintosh, c'est juste pour dire, parce que pendant un moment les Mac étaient un peu à l'écart, mais Microsoft a fait l'effort de couvrir l'ensemble.
Alors, donc 0.13, C'est pas là, il va falloir qu'on accélère un petit peu. ouais. C'est juste. 0.13, comment faire? Donc tout simplement, on a, en fait, si vous voulez, on a établi un plan, un modèle de sécurité. Alors aujourd'hui, on va se baser uniquement sur l'identité, puisqu'on peut pas tout traiter, parce que c'est le thème de notre événement. On va traiter l'étape numéro 1, 2 et 3, qui vont en fait tout simplement vous dire comment établir une stratégie de sécurité avec donc le Zero Trust. Donc la première étape, comme vous le savez, c'est le Microsoft Secure Score. N'hésitez pas à consulter le Microsoft Secure Score. Pourquoi? Parce que il donne toujours en fait des recommandations de sécurité qui sont intéressantes. Alors juste un truc important, ce n'est pas parce que vous avez un bon score que vous êtes sécurisé. Faites très attention à ça. C'est juste des indications afin de vous aider sur quelques informations supplémentaires que vous auriez oubliées ou pas. Mais il y a un gros travail qui est fait derrière, c'est de plus en plus intelligent en fait. C'est ça qui est top. Exact. Donc après, vous avez l'étape 2, je te laisse commenter, Jean-François. Oui, bien sûr, l'Azure MFA, donc indispensable. Donc que ça soit avec le Microsoft Authenticator sur le téléphone ou que ça soit avec des clés FIDO dont on va parler un peu plus loin. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'on ait de plus qu'un seul facteur pour pouvoir s'authentifier. Donc par le passé, c'était uniquement pour les admins, vous les avez certainement. Maintenant, c'est une valeur par défaut au niveau de tous les nouveaux tenants que vous créez. Donc indispensable d'utiliser le MFA. Password Protection, c'est vraiment une fonctionnalité super à déployer. L'idée, c'est de faire en sorte que dans un environnement hybride, eh bien, vous ayez une stratégie homogène au niveau de qu'est-ce qui se passe dans le cloud, c'est-à-dire à l'extérieur de votre entreprise. Il y a quelque chose qui ne va pas, donc un compte va être bloqué, on va le bloquer aussi au niveau Active Directory. Et puis, dans l'autre sens, vous êtes dans Active Directory, on va faire ce qu'il faut pour bloquer le compte au niveau Azure Active Directory. Donc, il y a vraiment une harmonie, une intégration entre les deux. Ensuite, une fois que vous avez protégé, enfin, vous avez fait le Secure Score, vous avez protégé votre password et vous avez fait du MFA pour tous les users, j'insiste bien pour tous les users, n'hésitez pas, bien entendu, à créer des comptes brise-glace parce que si le MFA marche plus, vous serez bloqué, vous ne pourrez plus vous connecter sur votre tenant. Donc, première chose, il faut les créer, il faut les exclure de tout conditional access que vous avez créé. Tout à fait. Deuxième étape, il faut les auditer. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est que je les audite avec Cloud App Security, si vous avez Cloud App Security, ou alors avec Azure Sentinel. Donc là, en fait, je vous ai mis les queries que vous allez rentrer dans Azure Sentinel, parce que le compte brise-glace ne doit pas avoir d'activité. Donc, si vous avez la moindre activité, vous serez alerté de manière automatique. Donc, n'hésitez pas à le mettre en place. Ensuite, on passe à l'étape 2. L'étape 2, finalement, le phare du Zero Trust, c'est le Conditional Access. Donc là, on vous a mis en place 14 policies. Donc ici et ici, en fait, donc 14 Conditional Access qui vont, en fait, vous donner des exemples pour vous protéger. Il faut savoir une chose, quand vous faites du Conditional Access, c'est comme une matrice de firewall, il va d'abord falloir définir des périmètres. Et les Conditional Access, il y a 3 périmètres importants. C'est l'authentification, c'est le device management et c'est la sécurité. En fait. Tout à fait. Vous allez jouer sur ces paramètres-là afin donc de vous protéger. Et quelque chose de très important, avant d'y aller en production, n'hésitez pas à utiliser les bonnes pratiques, à savoir de jouer avec le WATIF, de faire du report mode only mode, et surtout de faire une série de tests comme moi je le fais avec un tableau, la policy, le scénario, le résultat attendu, le WATIF, le test réel et puis un commentaire si vous voyez que ça va. Au moins c'est un peu lourd, mais par contre ça vous permet en fait d'avoir donc des conditional access optimales, parce que le problème c'est que si vous vous trompez, vous pouvez planter la prod. Ah oui, tout à fait. Donc tout simplement, je finirai sur ce slide sur la partie conditional access, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le Never Trust. Donc pour moi, tout ce qui est appareil qui n'est pas connu de l'entreprise, normalement, ne doit pas accéder à l'environnement Office 365 ni Azure. Ou alors, on peut être un peu plus souple de dire, OK, si tu n'as pas un PC qui est managé par l'entreprise, c'est-à-dire qui n'est pas Intune, donc compliant, ou alors Azure AD Join, ou Azure Hybrid Azure AD Join, on te donne accès, mais uniquement en web avec des accès limités, ou alors on fait du MAM, donc Mobile Application Management, sur par exemple OneDrive et Teams, etc. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on réduit la surface d'attaque. Donc on commence par la partie privilège où on va activer PIM. Donc PIM, vous le connaissez, on va pas refaire l'histoire. Je vous laisserai lire à tête reposée tout simplement les recommandations que je vous donne ici, tout simplement pour justement activer PIM. Alors effectivement, ce qu'on peut faire remarquer juste là, c'est que ce sont des services très intéressants, donc PIM et Azure Identity Protection, mais que ça fait partie du licensing P2. Donc évidemment, l'idée c'est pas de mettre en opposition P1 et P2 au niveau du licensing, mais c'est de se dire pour certains users critiques, des VIP par exemple, des administrateurs d'infrastructures, il leur faut absolument des licences P2 pour utiliser ces services. Donc c'est un peu ça le message qu'on peut retenir tout de suite. Voilà.
Ensuite, préparer l'identity protection, activer les 2 rules importantes, le user risk policy et le sign-in risk. Alors là, c'est effectivement, c'est Pour les Fala, hein. vulnérabilités. Et là, on est vraiment basé sur tout ce qui est big data Et et machine intelligence learning. et machine learning et intelligence artificielle. Donc, en fonction des activités, des attaques sur les identités qui ont lieu aux 4 coins de la planète, eh bien derrière, vous avez Identity Protection qui agit pour vous protéger. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez réduit la surface d'attaque en termes de gestion et en termes de gestion au niveau de votre tenant, on s'attaque à l'identité, à la protection des identités on-prem. Et dans ce cas-là, vous avez donc l'outil qu'il faut déployer, qui est Microsoft Defender for Identity. Avant, il s'appelait Azure ATP. Je vous ai juste mis en parallèle la partie ATA, donc qui est on-prem. D'ailleurs, elle sera en fait en fin de support en janvier 2021. Donc, elle n'est plus utilisée. Et il faudra partir par contre sur la partie cloud, donc MS Defender. Et bien sûr, MS Defender for Identity couvre toutes les cyberattaques, en tout cas toutes les chaînes de cyberattaques, à savoir tout ce qui se passe au niveau reconnaissance, credential compromission, le lateral movement et surtout tout ce qui est TC Shadow ou Golden Ticket en fait au niveau des contrôleurs de domaine. Ce qu'il faut voir finalement, c'est que au départ, Microsoft avait proposé deux technos finalement, une techno on-prem, c'était ATA, et puis une techno dans le cloud qui était globalement ATP. Et finalement maintenant, comme tu disais très bien, Céphala, ils arrêtent la partie ATA parce que la vraie solution, c'est forcément celle qui est dans le cloud. Au départ, ils ont laissé le choix à l'entreprise, choisissez ce qui vous plaît, mais maintenant c'est décidé, au revoir ce qui est on-prem, et la solution, elle est là-haut. Et pour finir sur les étapes, l'un des trucs les plus importants, c'est l'auditing et le logging, parce que oui, forcément, il faut avoir les logs, il faut avoir les audits. Dans une logique SecOps, aujourd'hui, si vous avez de l'E5, vous pouvez, donc avec l'offre XDR, profiter d'un seul portail, d'une seule console unifiée, qui est le M365 Security Center, afin de corréler tous les événements derrière. Tout à fait. Et puis pour pouvoir en fait être beaucoup plus proactif et d'être beaucoup plus, on va dire, donc opérationnel à détecter des attaques et à les combattre. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va terminer avec un petit peu de magie, si vous me permettez l'expression. Donc, l'idée, là, c'est d'attaquer, maintenant qu'on sait que pour faire du zéro trust, il nous faut de l'Azure AD, il nous faut de l'hybridation. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer, en fait, de l'hybridation. Donc, pour partir du poste de travail et accéder, donc, avec son identité à l'infrastructure, eh bien sûr, vous le savez, l'idéal, c'est d'avoir un poste Windows 10 entreprise. Il y a de nombreux composants de sécurité dans cette version, Credential Guard, etc. Mais surtout, c'est d'utiliser donc l'authentification FIDO2 en mode hybridé, donc avec Azure Active Directory. Donc au départ, c'était vraiment un travail Google Yubico, donc sur la première instantiation du protocole FIDO U2F, et ça a vraiment été un très très fort succès, notamment avec un grand client qui s'appelle Google, qui a consommé pas loin de 300 000 clés dès sa première commande. Donc c'est pour dire à quel point Google utilise cette techno pour authentifier ses utilisateurs dans son infrastructure. Microsoft a vraiment adhéré au concept et à la technologie, on va dire Yubico/Google. Donc à partir de 2018, pour étendre le principe à une authentification sans mot de passe directement native à Azure Active Directory. Donc là, c'est vraiment ça le concept. Donc, d'une part, des machines qui sont directement Windows 10, membres d'Azure Active Directory, donc de l'Azure AD Join. Et puis, d'autre part, en rouge, sur ce slide, vous pouvez le voir, donc des machines en mode hybride Azure AD Join pour faire en sorte que ces machines soient effectivement capables d'accéder avec le plus de technologie possible et le plus de sécurité possible, d'une part à l'environnement on-prem, ce qui est nécessaire évidemment, et d'autre part à l'environnement Azure AD. Donc, comment ça marche ? Vraiment, on va pas rentrer dans les détails parce que là, on est un petit peu en mode rapide dans cette présentation. Mais d'une part, vous voyez sur le slide l'implémentation donc on-prem de l'identité, Azure de l'identité avec Azure AD. Vous pouvez voir qu'on a des tables de mapping qui existent là-haut dans l'environnement cloud. Et puis, en bas, l'Active Directory avec l'environnement on-prem. Et au milieu, vous avez Azure AD Connect dans la version qui fait que vous pouvez hybrider le protocole, qui va faire en sorte que l'utilisateur va pouvoir utiliser sa clé FIDO, que ça soit on-prem pour accéder aux ressources on-prem ou que ça soit dans Azure pour accéder aux ressources Azure. Et comme on le disait tout à l'heure, Jean-François, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le mariage. Et c'est là où la magie opère. C'est justement le mariage entre le monde cloud
et le monde Exactement. avec des Voilà. protocoles super innovants. En fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on voulait conclure cette session avec un peu de magie. C'était notre touche d'humour à Céphala et à moi. Exactement. C'était en fait, parce que c'est juste incroyable la façon dont c'est implémenté. Donc ça a l'air simple comme ça, mais on imagine qu'il y a quand même beaucoup de code et beaucoup de travail accompli derrière. Donc vous avez une commande PowerShell ici, 7 Azure AD Kerberos Server. Donc c'est assez marrant, ne serait-ce que de voir cette commande, parce qu'on est en train de créer un contrôleur de domaine Azure qui fait du Kerberos. Et sitôt que vous avez tapé cette commande, et ben dans votre Active Directory, vous voyez apparaître un contrôleur de domaine virtuel, puisqu'il existe dans Azure, il n'existe pas chez vous, et dont le nom est Azure AD Kerberos, et qui va permettre en fait d'apporter le support de Kerberos à Azure AD pour faire en sorte que on puisse marier le protocole FIDO avec l'environnement on-prem qui lui, comme vous le savez, est basé sur Kerberos. Et Et donc, on remarquera Jean-François, je me permets voilà. de couper, c'est qu'on remarquera déjà que c'est un RODC, donc c'est un contrôleur de domaine read-only, et surtout, Tout à fait. simplement, il fera juste office de proxification en termes de ticket Kerberos pour pouvoir vous authentifier entre le mode on-prem et le mode tout simplement cloud. Voilà, c'est un très bel exemple qui montre à quel point la technologie qui est proposée par Microsoft dans Azure et concernant l'identité avec Azure Active Directory est à disposition de l'environnement on-prem. L'autre exemple qu'on a vu dans la présentation, c'était aussi la gestion des mots de passe. Donc le fait qu'on puisse avoir des stratégies et un comportement au niveau de la gestion des mots de passe qui soit uniforme entre l'environnement on-prem et l'environnement Azure AD. Alors ça paraît évident que ça le soit, mais par le passé ça l'était pas encore. Donc ça montre qu'il y a cette hybridation naturelle qui marie d'une part l'environnement que vous connaissez depuis si longtemps, donc Active Directory, avec tous les services qui apparaissent au fil des mois sur la plateforme Azure Active Directory. Et pour finir, donc en guise de conclusion, plusieurs bonnes pratiques qu'on vous donne, donc en fait qu'on vous a déjà plus ou moins en fait qu'on a déjà abordé lors de la présentation. Alors il y a un truc important que j'ai mis en rouge, c'est patcher, parce qu'en fait on peut mettre tout ce que vous voulez en termes de zéro trust, etc. C'est tout à fait vrai. Si vous n'avez pas les patchs nécessaires, ça ne sert strictement à rien. Donc la première chose, effectivement, et c'est ce que je dis à mes clients, donc c'est le patching et surtout aussi l'Active Directory, parce qu'aujourd'hui si vous n'avez pas un Active Directory multi-tiers, donc avec 3 niveaux donc d'escalation, c'est-à-dire le niveau contrôleur de domaine, le niveau machine et le niveau serveur. Si vous n'avez pas un modèle 3 tiers Active Directory, ça ne sert à rien également, parce qu'en fait l'attaquant, une fois qu'il vous a compromis, il peut faire ce qu'il veut. Donc après, ben voilà, on vous a mis un peu quelques bonnes pratiques, donc l'activation de PIN, la protection, la sensibilisation aussi et la communication aux utilisateurs, parce que ça passe aussi par là, en fait, c'est que malheureusement le phishing, plus de 9 attaques sur 10, en fait, ça passe par le phishing, donc faites très attention par rapport à ça également. Tout à fait. Alors pour lutter contre ça, on n'a pas eu le temps évidemment de tout détailler, mais Windows 10 entreprise, avec notamment Credential Guard et etc., utilise les technologies de virtualisation pour faire en sorte qu'une fois que vous vous êtes fait ficher et que vous êtes fait hameçonner et qu'un ransomware est en train de se déclencher, eh bien en fait vous allez être finalement contaminé, mais ça va être isolé dans un bac à sable. Donc ça aussi, ce sont des fonctionnalités qui sont du côté du poste de travail pour le coup, donc dans la version entreprise de Windows 10 et en ça c'est quelque chose d'intéressant et il faut regarder le licensing pour savoir sur ces machines-là, par exemple les machines des administrateurs, les machines des VIP qui sont des personnalités importantes, je vais mettre le licensing adapté pour faire en sorte que j'utilise tous les moyens qui me permettent de protéger ces machines. L'idée c'est vraiment ça, c'est d'utiliser la technologie là où il faut l'utiliser. Alors, bien sûr, j'ai lu dans les commentaires, effectivement, les slides vous seront donnés, parce qu'on allait un petit peu vite, parce que si vous voulez, la session elle est assez dense, donc il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de choses à dire, mais effectivement, les slides vous seront donnés, bien entendu, et la vidéo également. Avec plaisir. Et puis, en fait, si vous voulez nous retrouver autour d'une journée, parce qu'en fait, on va traiter tout le Zero Trust pendant une journée de workshop, on va le préparer en fait au GAV 2021, donc c'est le Global Azure Bootcamp qui se fait en virtuel, et on va le préparer avec Jean-François, donc il y aura une session où on va faire toute la partie Zero Trust, mais là avec des démonstrations qui vont durer toute la journée en fait, donc un workshop qui vont vous permettre en fait d'établir une stratégie de sécurité en partant, on va dire, de zéro. Donc voilà, un grand merci à tous les participants d'avoir donc participé à notre session. Merci à vous. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou autres. Ça sera avec plaisir de vous répondre.